Il est temps de vous présenter les lectures qui m'ont accompagnée au mois d'octobre et vous verrez que si en termes du nombre de livres lus par rapport à des mois précédemment, c'est un peu pauvre, en termes de qualité, il y a du mieux et je suis assez contente parce que je suis globalement sur une bonne lancée littéraire. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture sur les livres qui m'ont accompagnée au mois d'octobre. J'ai lu 12 livres au mois d'octobre, en soi c'est assez peu, moi qui ai plus un rythme autour de 15 à 25 lectures, mais il faut dire que là j'ai passé plusieurs mois assez difficiles en termes de rythme où j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à trouver des livres sur lesquels j'accrochais. Ici vous verrez qu'il y a quand même quelques pavasses, donc en soi ça compense. On est sur 12 livres lus, mais un total de 5656 pages lues. Et là où je suis assez fière de ces statistiques, c'est que si les mois précédemment il y avait beaucoup d'audio, là ça a pas mal changé. Parce que sur les 12 livres lus, on a majoritairement de la lecture papier. J'ai lu un livre audio et un livre numérique. Donc 83% de mes lectures sont du papier. Et ça, j'en suis quand même vraiment très fière. Vous verrez que globalement, ce point lecture a pas mal de romances, mais aussi de fantaisie et de romantaisie. J'ai lu 33% de livres en romance, 25% de romantaisie et 25% de fantaisie, et il y a 16% de lecture graphique. Ça vous donne un ordre d'idée. Globalement, la romance est assez prédominante pour le mois d'octobre, et cela s'expliquait parce que j'allais au FNR le week-end du 1er novembre. Donc de ce fait, vu que j'allais rencontrer des auteurs et tout ça, je m'étais dit que il fallait quand même que je lise des livres en lien avec le FNR. Je vais commencer par vous parler de mes meilleures lectures du mois d'octobre. Et pour cela, on commence avec Divine Darkness de Anatrice, que j'ai eu la chance de recevoir en service de presse de la part des éditions Hugo. Et j'en suis absolument ravie. Vous connaissez mon amour pour Anatrice. Vous connaissez mon amour pour ses écrits et notamment avec sa saga phare qui est La Guilde des Ombres. Et là, on est dans une nouvelle histoire, mais cette fois-ci de romantaisie. La romance et la fantaisie s'allient pour former une belle histoire. Et je vous avoue que ce premier tome très introductif est une très bonne mise en bouche. Je vais essayer de vous le résumer de manière assez différente du résumé de la 4e de couverture, parce que pour ceux qui l'ont lu, comme on est sur une introduction, le résumé raconte quasiment une grosse partie du livre et je sais que ça peut gâcher le plaisir des lecteurs. Dans cette histoire, vous allez découvrir Danae, une princesse des mondes souterrains. Cette princesse, elle est en mode Robin des Bois, elle ne supporte pas l'injustice, mais elle est surtout très différente de son frère et sa sœur. Un jour, elle va se retrouver malgré elle au cœur d'une guerre entre deux Diessentiels. Les Diessentiels sont des divinités qui vivent à la surface et qui ont chacun leur personne qui leur voue des cultes. On a Night et Sun. On a le dieu du soleil et les dieux de la nuit. Il y a d'autres divinités, mais eux, ce sont vraiment les grosses divinités, celles qui ont le plus d'importance. Les autres divinités, on les appelle les Phaedras. Danae, malgré elle, elle va se retrouver au cœur d'un conflit, et d'un conflit qui pourrait atteindre tous les peuples, tous les royaumes, bien malgré les différentes croyances. Pour cela, Danae va voguer dans différentes cours, créer de différents liens, créer des alliances, mais aussi des mésalliances. Enfin bref, je vous laisserai découvrir l'histoire pour en savoir plus sur le sujet. Si comme moi vous reprochez à beaucoup de romantaisie moderne de manquer de world building, sachez qu'ici vous en avez un véritable. Anna prend le temps de dépeindre un univers. Si vous vous attendez à avoir directement une romance dans ce tome 1, ce ne sera pas pour vous si c'est ce que vous souhaitez. Par contre, si vous aimez avoir une histoire où l'auteur va vous poser des bases, va vous mettre un contexte, va vous décrire l'architecture des lieux, le fonctionnement des différents royaumes, du monde, l'impact des divinités sur les non-divinités, les mortels, les elfes, les sirènes, les vampires, puisque oui, vous avez vraiment un melting pot de créatures surnaturelles exploitées de façon pas forcément conventionnelle, et bien là, vous allez vraiment kiffer votre vie. On a vraiment une histoire passionnante qui nous présente les personnages, le contexte autour d'eux et qui bien entendu a un champ lexical qui est vraiment propre à l'histoire et c'est ça que j'apprécie.
Si vous avez déjà lu La plume de Anna, vous le savez, le moindre détail compte. Et là, moi, ce livre, au mois de novembre, je suis en train de le relire en audio pour la lecture commune qui a lieu sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord, le lien est en barre de description si vous voulez faire des lectures communes, papoter avec une communauté de lecteurs incroyable. Je vous jure, on se marre, on se fend la poire, on se prend absolument pas au sérieux. Je vous disais, Anna, elle nous plante vraiment le décor. Elle nous montre vraiment le fonctionnement de son royaume, elle nous décrit les choses au point où tout est visuel, tout est absolument beau. Vous êtes plongé dans des décors absolument somptueux qui vous font rêver et vous pouvez aussi vous représenter la cruauté du monde à travers cette histoire, parce que oui, on est quand même dans une histoire où la cruauté a sa petite importance, mais tout cela c'est vraiment incroyable avec des dialogues piquants, touchants, qui vous feront hérisser les poils par moments. Bienvenue dans Divine Darkness. Si vous cherchez un petit peu du suspense, sachez que pour le moment il n'y en a pas spécialement de ce tome 1. Ce tome 1 est vraiment là pour poser le cadre. Le suspense arrive vraiment dans le tome 2 et 3. Et je peux vous le dire parce que je les ai lus, mais je vous en parlerai le mois prochain. Parce que ça a été mes 2 premières lectures du mois de novembre, étant donné que j'ai récupéré les livres le 1er novembre au festival New Romance. Si vous voulez d'ailleurs avoir mes avis en avant-première sur le tome 2 et 3, n'hésitez pas à aller voir le vlog sur le festival New Romance que je vous ai publié la semaine dernière. Ce tome, on sent qu'il y a diverses inspirations à travers celui-ci. Personnellement, j'ai ressenti des vibes un petit peu de Tolkien, mais aussi de Sarajimas avec Akotar, particulièrement le monde obscur avec ses descriptions. Bien entendu, Anna se les est appropriées. On n'est absolument pas dans du copier-coller, on est vraiment dans quelque chose où on sent qu'il y a des inspirations, mais on sent que l'autrice, elle s'approprie le truc à sa façon, et de ce fait, elle arrive à faire de quelque chose d'unique, à partir de choses qui peuvent faire rêver, qui sont assez angéliques, et tout a sa propre identité dans cette histoire. Les personnages, ils sont loin d'être manichéens, ils explosent en termes de charisme, en termes de détestabilité pour certains, en termes de curiosité. Et je peux vous dire que mon harem s'agrandit, même si dans ce tome 1, Night, je ne savais pas vraiment ce que ça allait. Après avoir lu le tome 2 et 3, je peux vous dire que Belle a eu du souci à se faire. Je peux pas vous en dire plus. Il n'a pas détrôné Belle, mais il était à ça. Il était à ça, le petit Night. Enfin bref, on est vraiment sur le premier tome d'une trilogie incroyable qui vous pose les bases d'un univers qui est somptueux, qui vaut le coup. Croyez-moi que j'ai lu dans cette saga la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais lue. Voilà. Je ne vous dirai pas dans quel tome ça se passe, ni à quel moment, mais sachez que dans cette trilogie, j'ai lu la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais lue. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir un de mes derniers chouchous. Et parce que j'ai envie de vous présenter un petit peu mes coups de cœur, mes lectures incroyables en premier, même si j'ai fait des lectures très sympathiques, j'ai vraiment envie de commencer vraiment par celles qui m'ont fait vibrer, parce que j'ai vraiment eu d'excellentes lectures en octobre. Je vais vous parler d'une duologie de romance, Last Hope de Sophie Bell, qui a été incroyable. C'est pareil, c'est une duologie que j'ai reçue en service de presse de la part des éditions Nisha, etc., que je remercie encore une fois pour cet envoi et pour leur confiance depuis 3 ans maintenant que je suis partenaire avec la maison d'édition. Et Last Hope est devenu mon plus gros coup de cœur de la maison d'édition. Dans cette histoire, on suit une jeune femme, Eva, qui est solitaire, qui a vécu des choses avec son meilleur ami assez atroces dans une communauté. Je vous dirai pas en quoi ça consiste ni rien du tout. Et de ce fait, ils ont réussi à sortir du pétrin, mais depuis, ils errent. Et si Alex a réussi à recommencer sa vie à zéro parce qu'il est parti loin, Eva, elle est toujours dans cette zone d'errance et elle a coupé contact avec toutes les personnes qui lui étaient chères. Un jour, elle va recevoir un message d'Alex qui revient dans sa maison de vacances, qui est là où ils ont toujours habité. Et il va dire à Eva, écoute, j'aimerais te présenter mes nouveaux amis, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, on n'aurait pas dû laisser cette distance s'installer, viens. Et Eva va débarquer, sauf qu'Eva, elle n'était pas prête à découvrir un groupe de personnes très éclectiques, mais un groupe de personnes qui va l'aider à aller de l'avant, à surmonter les traumatismes, les angoisses du passé.
Et toute cette histoire, elle a une vibe d'assassin, une romance avec des assassins. Je peux pas vous en dire plus, mais on va avoir du coup une relation avec ce groupe d'amis, mais aussi une relation amoureuse qui va se tisser avec Navid, un personnage de la colocation qui est hyper important. Et il faut savoir que chaque personnage de cette colocation dans cette maison de vacances a un passé absolument différent pour chacun, mais chacun a des traumatismes et c'est ensemble qu'ils se reconstruisent. Et donc si vous aimez vraiment la bienveillance, si vous aimez l'action, parce que oui, on est dans une duologie où il y a de l'action, si vous aimez l'amour le plus pur, l'amitié sans condition, si vous aimez voir des personnages se reconstruire sur des sujets assez traumatisants, il y a quelques trigger warnings, bah en fait cette romance vous allez l'adorer. Vous allez vibrer avec les personnages, vibrer avec leur vécu, vibrer avec les liens qui tissent et c'était beau. Et moi j'ai vraiment aimé voir une romance qui sort un petit peu des sentiers battus, qui sort des schémas habituels et voir l'atmosphère qui se tisse entre les personnages. Personnellement, ça m'a vraiment beaucoup impacté et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai été totalement prise d'addictivité en lisant ce premier tome. J'ai adoré les points de vue puisqu'on a les points de vue de plusieurs personnages, même si celui d'Eva est prioritaire et on a aussi celui de Navid, mais dans ce tome 1 c'est vraiment celui d'Eva qui est prioritaire. On a un petit peu celui d'Alex et un petit peu celui de d'autres personnages, surtout quand un personnage va nous parler de son propre vécu. Et tout cela, en fait, ça rend le récit encore plus fort, encore plus intense. Et si dans ce tome 1, on se doute de la finalité, il nous manque beaucoup encore d'informations sur les personnages. Et le fait qu'il y ait de l'action, le fait qu'il y ait des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en romance, et ben ça renforce un petit peu cette originalité. Et je suis tombée vraiment amoureuse de chacun des personnages de ce groupe d'amis. Et si de base je suis pas forcément fan de tout ce qui est spin-off, et ben je pense que ça ne me dérangerait absolument pas d'avoir un spin-off sur chacun des personnages, parce qu'ils sont vraiment tous incroyables. Et en plus, il y a une bonne dose de diversité, de tolérance, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans mes lectures. Après avoir lu le tome 1 qui m'avait subjuguée, j'ai reçu le tome 2 à la fin du mois en service de presse, et je l'ai dévoré en une nuit. Il était incroyable. Dès la première ligne de ce tome 2, j'ai été totalement immergée dans l'histoire puisque ça reprend pas longtemps après la fin du tome 1 qui vous brise le cœur et qui fait que vous êtes complètement déprimé, dévasté de ne pas avoir la suite sous la main. Enfin, ça a été mon cas. Et j'ai beaucoup aimé voir cette histoire se développer avec une intensité hors norme, la souffrance des personnages, mais également leurs convictions et le contexte des zones d'ombre qui commencent à se déployer, à devenir un peu plus intenses. On sent que des vies sont en jeu dans cette romance et l'autrice, elle ne nous épargne pas. On se représente vraiment les différentes situations, la dualité liée à ces situations entre les sentiments, les obligations, la raison, l'impulsion. Enfin bref, je me demande en fait dans une romance comment l'autrice a fait pour me faire ressortir autant d'émotions. Elle nous a concocté, Sophie Bell, une romance qui est vraiment hors du commun et qui mêle vraiment tout ce que j'aime, à la fois en fantasy comme en romance, c'est-à-dire un contexte, un suspense, des sentiments, des révélations, de l'action. C'était envoûtant, l'histoire est dure, mais en même temps elle vaut tellement le coup. Et le côté Fun Family, mais c'est pas forcément quelque chose qui de base m'attire le plus en lecture, mais là il a eu un impact sur moi et il m'a vraiment pas laissé insensible. Et puis bref, une romance avec des assassins en termes de suspense et d'originalité, voilà quoi. Je peux pas vous dire plus. Enfin bref, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez, puisque franchement c'est un de mes plus gros coups de cœur en romance de l'année. Les coups de cœur sont terminés, on va passer à la partie qui va toucher aux bonnes lectures. Et pour cela, je vais vous parler du 13e Dieu de Joe Caballero, publié chez Addictesi, qui est une romantaisie basée vraiment sur tout ce qui est mythologie grecque. Et je vous avoue que moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. J'aime énormément tout ce qui est aspect mythologique. Mais là, ce qui m'intriguait, c'est qu'on parlait du dieu Kratos.
Kratos, c'est aussi le personnage principal que l'on joue dans le jeu vidéo God of War, un jeu auquel j'adore jouer. Et j'ai lu le livre en même temps que je faisais l'opus 2 de God of War, donc Ragnarok. Et de ce fait, la lecture était encore plus immersive, était encore plus sympa, même si les deux histoires n'ont rien à voir et qu'il y en a une qui est plus romancée et l'autre qui est un peu plus trash, gore en termes de combat et tout. Et là, en fait, l'histoire commence, vous êtes aux enfers. Vous êtes en enfer, Kratos, il est prisonnier. Prisonnier pour un crime qu'il estime ne pas avoir commis. Et ça fait plusieurs milliers d'années qu'il y est maintenant. Et Hadès, il est très proche à la base de Kratos, donc il vient lui rendre visite, il essaie de savoir vraiment ce qui s'est passé, parce qu'il a envie d'aider son ami, mais il peut pas le libérer du Tartare. Et un jour, Kratos va s'échapper. Son but, c'est retrouver les personnes qui sont à l'origine de son enfermement au Tartare. Le Tartare n'a pas pu retenir Kratos parce que Kratos, il n'était pas emmêlé dans sa culpabilité, dans sa souffrance, parce qu'il est conscient qu'il n'a rien fait de mal et qu'il y a eu un complot qui s'est joué contre lui puisqu'il était devenu un des 13e Olympiens, un 13e Olympien que tout le monde a oublié. Et c'est assez cruel. Et donc Artémis est la femme qu'il a aimée et c'est aussi la femme qui est à l'origine de sa chute. Donc il va arriver dans un monde moderne où il ne comprend absolument rien, mais surtout il va voir que il y a des personnes qui lui étaient proches qui le croient coupable et il va devoir tout faire pour essayer d'échapper à Zeus tout en pouvant assouvir sa vengeance. J'espère qu'avec ce petit résumé, ça vous donnera envie de le lire parce que personnellement, j'ai passé un très bon moment avec cette petite romantaisie. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est la dualité qu'il y avait entre les deux époques. Je vous ai fait un petit peu le résumé, donc vous avez le contexte de l'histoire, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus, mais il y a une dualité qui est très intéressante parce que on voit que Kratos, il est enfermé par rapport à la mythologie, par rapport à ce qui s'est passé, et on voit également qu'il est un petit peu dans l'incompréhension de l'évolution de ce monde, de la modernité. Et il y a ce petit choc des cultures. Et personnellement, j'ai adoré ça. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les lectures, notamment dans les trucs avec des tropes retour dans le temps ou avancer dans le futur, des choses un petit peu comme ça. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a aussi des passages qui nous plongent dans le passé avec des flashbacks. Et ces flashbacks, je trouve qu'elle rajoute vraiment quelque chose en termes de mythologie parce que vous allez voir vraiment les dieux interagir, mais aussi les capacités de chacun, à quoi ils servaient. Et vous allez après être en corrélation avec le monde moderne où les dieux, le culte n'est plus du tout le même. Et je dois dire que c'était assez rafraîchissant. Surtout que ce que j'ai apprécié, c'est que c'est addictif et que Jo Caballero, elle a vraiment pris le temps de poser les bases de son univers. C'est-à-dire qu'elle nous captive avec des dialogues, avec des flashbacks, mais aussi avec l'évasion de Kratos et tout ça, avec le tout parsemé d'actions, de petites références mythologiques qui nous aident à nous situer là où on se trouve dans le récit, et la romance. Mais la romance, elle n'arrive pas tout de suite. Il se passe, on est sur un one shot, mais il se passe au moins un tiers sans qu'il y ait du tout de romance. Et ça, c'est plutôt cool. Et même quand on voit qu'elle est dans les prémices d'arriver à la romance, c'est pas genre tout est pardonné, on s'aime, viens mon amour. Non, c'est vraiment, on va dire, sensé. Il y a du sens en fait dans la romance. C'est le mot que j'ai cherché. Même si je vous avoue que par moments j'ai ressenti quelques petites longueurs, mais ces petites longueurs ne sont pas dérangeantes, clairement. Et si je trouve en plus que en termes de mythologie, on a l'habitude de voir du Hadès et Perséphone ou d'autres divinités qui sont bien plus connues, je trouve que c'est hyper plaisant d'avoir d'autres divinités qui sont pas forcément des Olympiens pour certains, ou d'autres qui sont un peu moins mises en avant comme Kratos, prendre vie dans la littérature. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et j'ai trouvé les personnages bien construits. Il y a également cette petite atmosphère Fun Family. Finalement, c'est quelque chose qui est assez révélateur de ce point lecture. C'est que dans beaucoup de mes lectures, on retrouve ce petit côté Fun Family. Et c'est un aspect qui était très appréciable. Même si j'avoue que j'ai adoré cette lecture, mais dans les premières pages,
Pour être 100% honnête avec vous, l'attitude de Kratos, elle m'a un petit peu mis mal à l'aise, elle m'a fait grincer des dents, mais il s'est rattrapé par la suite. En tout cas, c'est un très bon one-shot de Romantaisie. Je pense que dans la collection Addictaisie de chez Addictive, c'est peut-être le livre que j'ai préféré. Je vais à présent vous parler d'un livre que j'ai lu en numérique sur ma liseuse. Il s'agit des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor. C'est une saga en 4 tomes qui était publiée chez Inceptio. La maison d'Inceptio ferme aujourd'hui, elle est en redressement judiciaire, les auteurs se battent pour récupérer leurs droits. Je ne sais pas si vous pourrez aujourd'hui vous procurer ce tome 4, hormis d'occasion ou peut-être en e-book, je ne sais pas. Mais c'est une saga que j'ai quand même envie de vous parler parce que c'est une saga que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Quand Ophélie et Guillaume tenaient la maison d'édition, j'étais partenaire de celle-ci. J'avais eu la chance d'avoir les 3 premiers tomes en service de presse et je les avais adorés. Et après, quand Ophélie et Guillaume ont vogué vers d'autres airs et que la maison d'édition a été reprise, bah, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bref, ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Si vous voulez regarder, il y a des auteurs de la maison d'édition qui en ont déjà parlé sur Instagram. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous parler de ce tome 4 qui n'a pas eu la visibilité escomptée, la visibilité qu'il aurait dû avoir. Et j'espère vraiment de tout cœur que Lina Deranor pourra avoir ses droits pour republier cette saga qui est somme toute exceptionnelle. Si vous aimez les sagas de fantasy, il y a aussi de la romance, mais je ne sais pas si je peux mettre cette saga en romantaisie. Parce que je pense que même s'il n'y avait pas eu la romance, il y aurait eu certaines choses de l'histoire, mais la romance fait que l'histoire se déroule quand même d'une certaine façon. Donc on est dans de la fantasy, mais sachez que la romance a une grande importance dans cette fantasy malgré tout. Une saga qui a pour thématique tout ce qui va toucher à la guerre, à la stratégie militaire, à la religion des rapaces, à la romance, mais aussi à la famille. Ce sont personnellement des thématiques que j'aime beaucoup. Et pourquoi je vous dis que c'est une saga qui est liée vraiment à la guerre, c'est parce qu'on va suivre des personnes de l'armée. Notamment, notre héroïne principale, elle s'appelle Maxine, et elle est voltigeuse dans l'armée d'Hyperion. Et son but, c'est de faire partie des plus hauts gradés. Donc elle continue un petit peu ses missions jusqu'au moment où elle va devenir un des assassins de la Harpie, qui fait partie d'un tout petit groupe secret caché et qui va mener des missions d'assassinat pour l'empereur. Donc c'est vraiment les meilleurs éléments de l'armée qui sont là-bas. Maxine, dans son apprentissage, elle va devoir faire face au capitaine Glaçon, Arsène, qui lui est assez imbuvable avec Maxine et qui a également une grande importance de l'histoire. Voilà, on va suivre vraiment ça. Et plus tard, on va découvrir d'autres royaumes, on va découvrir des conflits sociopolitiques liés à ces autres royaumes et toute l'histoire va découler avec une mythologie des rapaces puisqu'on a le royaume du faucon, le royaume de la harpie et ainsi de suite. Donc vraiment, ça a vraiment une incidence. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler sur tous les tomes, mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti sur ce tome 4 qui est incroyable. Je suis vraiment tombée sous le charme, comme je vous ai dit, de cette saga dès le tome 1 qui m'avait conquise avec cette atmosphère militaire, ces personnages badass, une héroïne forte, combative, qui ne se laisse pas faire, surtout qu'elle est ancrée dans un milieu qui est totalement masculin. Et plus vous allez avancer dans cette saga, plus vous allez découvrir un univers qui s'étend et qui va vous captiver. Et j'ai adoré cet aspect. La plume de Lina Deranor, elle est addictive. Dans ce tome, si j'ai adoré l'histoire, il y a une multitude de points de vue qu'il n'y avait pas dans les tomes précédents. C'est-à-dire que dans les tomes précédents, vous aviez vraiment le point de vue des personnages principaux, Maxine et Arsène. Et dans ce tome-là, vous avez Maxime, Arsène et leur groupe d'amis. Et il y a une alternance entre tous ces points de vue. Et si je trouve que c'est intéressant de les avoir, le problème c'est qu'on n'est pas habitué. Et comme on n'est pas habitué, il y a des moments dans le tome 4, on est là, mais pourquoi en fait c'est lui qui nous raconte l'histoire, c'est pas elle ou c'est pas Arsène. Voilà, on était un petit peu comme ça, je l'ai lu en lecture commune avec ma modératrice Discord, enfin une de mes modératrices. Et on a passé d'ailleurs un super moment et on était assez d'accord. Et de ce fait, ces différents points de vue font qu'il y a une redite d'informations dans cette histoire et qui amène une petite dose de longueur dans ce tome 4. Mais
Toutefois, ces petites redites d'informations, étant donné que j'avais lu le tome 1, 2 et 3 il y a très longtemps à leur sortie, ça m'a permis de me remettre aussi tout le contexte de l'histoire en tête. Alors, ça c'est vraiment le petit truc qui m'a dérangé. Toutefois, ce tome 4, il reste incroyable. Mon cœur a failli s'arrêter de battre, les larmes ont coulé, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe certaines choses. Et franchement, je trouve ça génial, vous savez, de lire un livre qui arrive à vous surprendre. Surtout quand vous êtes une lectrice ou un lecteur qui lisait beaucoup. À force de lire, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais on a de moins en moins cet aspect surprise, cet aspect suspense qui vous prend aux tripes. Et là, c'était le cas. Et qu'est-ce que c'est plaisant! Mais qu'est-ce que c'est plaisant de se faire surprendre comme ça! Enfin, moi j'adore. Et puis les personnages de cette saga, mais je les aime d'amour. Et s'il y en a un que j'ai pas forcément le plus apprécié au fil des tomes, je l'appelle un petit peu la girouette, il m'agace un petit peu. Les autres personnages, mais je suis totalement sous leur charme. Mon personnage préféré reste Maxine, puisque cette femme, elle est incroyable, elle est forte, elle garde sa ligne de conduite du tome 1 au tome 4. Alors bien entendu qu'elle a une évolution, mais elle garde sa mentalité, elle garde sa ligne de conduite, elle garde le fait qu'on l'aime pour ce qu'elle est. Et j'ai adoré le capitaine Glaçon. Ce personnage, il a une évolution dans la saga, une évolution qui est telle que c'est agréable. Mais c'est agréable de voir des personnages évoluer, de voir des personnages comprendre un petit peu les fonctionnements, se remettre en question, et voilà. Enfin bref, c'est pour moi une saga qui mérite vraiment plus de visibilité, et j'espère qu'un jour elle en aura. Et en plus, si vous aimez pas les sagas de fantasy, romantasy avec du smut, sachez qu'il n'y a pas de smut dans cette saga. Où c'est suggéré, mais il n'y a rien de descriptif. Donc allez-y, foncez. On va passer à un livre que j'espérais pouvoir faire signer au Festival New Romance, mais le monde était tel que je n'ai pas pu, mais que j'ai adoré. Il s'agit de Elle de Magali Ingouimbert, qui est une romance qui peut paraître encore une fois innocente, mais qui vous touche au plus profond de votre âme. Et à chaque fois que je lis un livre d'elle, c'est un peu le cas. J'ai pas lu sa dernière sortie, Block or Love, bien que je l'ai acheté au Festival New Romance, mais j'avais lu la duologie Si seulement, qui est un cran au-dessus de ce tome-là. Et j'ai lu celui-ci, et à chaque fois, en fait, elle arrive à m'émouvoir avec des thématiques qui sont très très fortes. Ici, on est dans une romance qui va parler du harcèlement, d'un drame, de l'apparence physique et de la musique. On va y suivre Jessie, une jeune femme qui a changé. Une jeune femme que sa mère ne reconnaît plus, qu'elle n'arrive plus à gérer, elle est ancrée dans sa solitude, elle a changé d'apparence physique, voilà, c'est plus la jeune femme qui était remplie de joie, qui mordait la vie à pleines dents. Et donc elle se dit, je vais l'envoyer chez ma sœur et son mari, peut-être qu'ils arriveront à trouver ce qui ne va pas, à l'aider à reprendre vie, à redevenir la jeune femme qu'elle était. On est avec une jeune fille qui est au lycée, donc Jessie arrive chez sa tante et son oncle, et déjà, elle se prend un petit peu des réflexions par son apparence, parce que on est dans une famille qui a quand même un petit peu d'argent, et elle, elle s'habille un petit peu en mode gothique, elle s'éteint les cheveux en rouge, alors qu'elle avait une belle crinière blonde, voilà, donc tout de suite, il y a ce jugement. On comprend pas. Jessie, elle ne supporte pas que les autres la touchent, elle ne supporte pas la proximité des gens, elle aime bien être seule, à écouter sa musique, à être tranquille, à essayer de ne pas faire de cauchemars, de survivre au quotidien. Et il va y avoir Austin dans son nouveau lycée, qui est également le meilleur ami de son cousin et un de leurs voisins, qui va arriver à voir au-delà de l'apparence, au-delà de la carapace de Jessie, et tous deux vont créer une belle amitié. Avec cette belle amitié et cette passion commune de la musique, Jessie va reprendre un peu vie, mais ça ne suffira pas. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on est vraiment plongé dans l'enfer personnel de notre héroïne. Et le récit était profondément touchant. Le récit a su me toucher, et c'est d'autant plus intense du fait que la plume, elle est délicate. Et surtout au vu des thématiques abordées. Vous voyez là, juste le fait de vous en parler, j'ai l'émotion qui me prend. J'ai des larmes qui me picotent les yeux malgré mon sourire que j'essaie de garder à la caméra, mais ce livre m'a touchée.
parce que en vous en parlant, je revis la détresse de Jessie et l'intensité de la plume. Tout cela bercé avec des petites références musicales que vous reconnaîtrez si vous écoutez un petit peu de la musique et tout ça. Les personnages, ils sont tellement touchants, on voit leur évolution, on voit leurs démons, on voit ce qui va les rapprocher. Et le récit, il a un beau message qui nous montre que c'est important d'aller au-delà des apparences, de ne pas se fier à ce qu'on croit, à savoir, de ne pas juger à la tête des gens. Et bref, c'est un livre à lire. Voilà, c'est une romance à lire, franchement, elle est comme ça. Et si vous voulez encore plus pleurer, lisez la duologie Si seulement de la même autrice. Je vais à présent vous parler de la suite de la saga des Terres Bannies de John Gwynne avec Bravoure. Vous voyez cette énorme pavasse. Alors lui, pour le coup, je l'ai lu en audio. Et je pense que si le tome 1 en audio, j'avais bien réussi à le suivre, j'aurais dû lire ce tome 2 en papier. Parce que c'est très dense, très riche en informations, en stratégie militaire. Je vais pas vous refaire un topo, si ce n'est qu'il y a la guerre des dieux qui arrive, il y a les géants qui reviennent à la surface, et il y a un petit garçon qui est prétendu être celui qui va pouvoir agir dans cette guerre. Voilà, bref. C'est très bateau, c'est très nul comme résumé, on est d'accord. Toutefois, dans ce tome 2, en fait, on reprend vraiment là où s'est arrêté le tome 1. Et le tome 1 s'était arrêté sur un truc de dingue. On sent à travers cette lecture que l'auteur il maîtrise son univers vraiment sur le bout des doigts. Et on a une stratégie militaire qui est absolument visuelle avec des points de vue de différents personnages qui permettent vraiment de se situer et de savoir qui est placé où, qui sert à quoi. On est vraiment sur un échiquier si vous voulez. Ce qui fait que nous, lecteurs, on voit parfaitement où est la ligne de front, on voit parfaitement où sont les différents camps, et on voit parfaitement quels sont les différents points de vue des personnages, puisque faut savoir que chaque personnage a l'impression d'œuvrer pour la bonne cause, même si je pense que tout est nuancé, hein, bien entendu, c'est toujours le cas, mais voilà, on est vraiment avec chacun d'entre eux et on visualise le tout. J'avais vraiment été très hypée par le premier opus. Toutefois, ce second tome, je l'ai trouvé un petit peu plus longué. Il est pour moi assez transitionnel pour permettre de développer justement les conflits sociopolitiques et de placer justement ce que je vous ai dit, les personnages sur la ligne de front. Si la richesse des personnages et des différents points de vue est une grosse plus-value au récit justement pour qu'on visualise le tout, il est également facile de s'y perdre et c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai peut-être fait la bêtise de lire ce second tome en audio. Pour le coup, ici, pas de romance, on est dans de la pure héroïque fantasy avec vraiment tous les codes qui s'y rapportent et c'est plaisant. Et ça plaira vraiment à tous les fans d'heroic fantasy. Vous avez des personnages qui sont vraiment bien construits. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on les voit évoluer dans le temps, on les voit grandir, on les voit se forger leur propre point de vue, réfléchir à ce qui est juste pour eux, ce qui ne l'est pas, dans quel camp se placer. On a aussi cette petite atmosphère familiale parce que y a un des personnages qu'on suit dans le tome 1, il est entouré de sa famille en fait dans le tome 1 et forcément on est dans la continuité. Justement, c'est un des personnages qu'on voit évoluer et c'est mon petit personnage chouchou de cette histoire. Enfin bref, on est vraiment dans un second tome de transition qui m'a fait passer un bon moment. Toutefois, il ne me laisse pas un sourire impérissable et je pense que le troisième tome va tout changer. Il est temps de vous parler de La guerre des deux reines, qui est le tome 4 du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. C'est le tome qu'il est conseillé de lire après le spin-off de la saga. Ce tome, je l'ai lu en lecture commune sur le Discord. Oui, vous entendez beaucoup parler des LC sur le Discord, mais on en fait vraiment beaucoup, surtout en ce moment. Ça devient dur à suivre, hein, toutes les LC. Mais bon, on passe de très très chouettes moments. On rigole bien. Et on tisse des liens dans cette communauté qui est juste incroyable et que je remercie vraiment de son soutien au quotidien, d'être aussi active, de m'apporter autant de joie, même dans les moments difficiles. Vous me faites sourire, vous me faites rire. Et voilà, donc merci d'être vous, merci d'être actifs pour ceux qui le sont, merci pour votre soutien à ceux qui ne commentent pas, qui ne sont pas présents dans les discussions, mais qui sont présents au rendez-vous pour chacune des vidéos.
Voilà, c'est le petit moment émotion de la vidéo. Donc j'ai lu ce tome en LC et je vous avoue qu'on l'a lu pour une raison bien particulière. Cette saga, vous la voyez partout sur les réseaux et étant donné la taille de cette vidéo, la longueur et le nombre de blablatages que je fais, je ne vais pas m'attarder à vous le refaire, sachant que le résumé du tome 1 n'a plus rien à voir avec le tome 4 et je pense que le titre parle de lui-même sur les enjeux. Après avoir lu ce tome, je peux vous dire que le spin-off est bien essentiel au récit. Alors certes, j'avais été très déçue par le spin-off, je ne l'avais absolument pas aimé. Et pourtant, pour comprendre les références liées à la mythologie de l'univers, au world building et l'impact que cela a, eh ben, c'est essentiel. Et si il y avait au milieu du livre du spin-off énormément de longueur, je pense que je suis passée quand même à côté d'un ou deux détails qui permettent vraiment d'encenser ce tome-là. Et heureusement, il y a des filles qui étaient plus attentives que moi dans le spin-off, qui l'ont lu également en lecture commune avec moi et qui ont pu me rappeler des petits détails auxquels j'étais passée totalement à côté. Alors, on n'est pas sur des trucs hyper importants, comme je vous dis, en termes de détails, mais ça a vraiment une plus-value dans le récit, et des fois, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir cette plus-value. Et c'est là où je suis un peu mitigée avec Jennifer L. Armentrout, c'est qu'elle arrive à la fois à me hyper et à la fois à me blaser. C'est-à-dire qu'elle va me blaser sur certaines longueurs, elle va me blaser sur certaines scènes, et elle va me hyper par rapport à certaines choses liées à ces univers qui sont quand même intrigants, palpitants, enfin voilà, je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. C'est très dur de vous l'expliquer sans vous spoiler, sans vous donner les éléments avec les tenants et les aboutissants. Toutefois, comme je vous ai dit, Jennifer L. Armentrout, elle est douée pour les fins haletantes, qui donnent envie de lire la suite. Et il y a certaines parties du récit, et ça c'est vraiment dans tous ces livres, qui sont longues et qui n'apportent pas forcément leur petite pierre à l'édifice pour gravir la saga. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est vraiment sur une saga avec beaucoup de potentiel. Dans ce tome, si j'ai vu plusieurs scènes arriver, d'autres ont amené leur lot de surprises. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Le plus étonnant dans ce tome, c'est que ce qui va toucher le plus ma curiosité, ce qui va le plus me plaire, c'est tout ce qui va toucher à l'aspect mythologie des divinités passées. Et c'est d'autant plus perturbant quand on sait que j'ai pas apprécié le spin-off qui parle de ces divinités passées. Vous voyez un petit peu la corrélation, le côté de la nana qui se contredit. Je suis vraiment attachée par contre au personnage de la saga principale. Poppy, elle a quand même le don de m'énerver. Mais même si elle m'énerve, elle me fait lever les yeux au ciel, elle me fait râler, bah je l'apprécie. Et s'il y a des personnages que j'apprécie vraiment beaucoup séparément, ensemble, des fois la dynamique elle me saoule un peu parce qu'il n'y a que de la communication corporelle pour rester correct. Cette communication corporelle, autant il y a une scène qui m'a beaucoup plu dans ce tome-là, autant il y a d'autres scènes, elles sont pas forcément utiles. Voilà. Toutefois, j'adore le personnage de Kiran, qui est pour moi le meilleur personnage de la saga. Franchement, je l'adore. Et cette saga, avec moi, il y a vraiment des hauts et des bas lors de la lecture. Et pourtant, je vais continuer à la lire parce que j'ai envie de connaître la finalité de l'histoire en espérant que, en avançant, il y a un petit peu moins de longueur et qu'on rentre vraiment dans l'importance du récit, le world building encore plus, l'action, les quêtes épiques et tout ce qui s'ensuit. J'avais reçu un petit cadeau de la part d'une personne de la communauté, encore merci à toi Audrey, L'impérieux destin du docteur Elise de Minnie et Yun. Alors, ce petit webtoon, vous pouvez le retrouver en animé sur Crunchyroll et également sur l'application Webtoon, qui est une application que j'adore. Donc, si vous voulez vraiment le découvrir à moindre coût, c'est l'occasion. Hop, je remets juste le petit papier avec le petit mot d'Audrey dans le tome, parce que je garde toujours vos petits mots quand vous m'offrez des cadeaux. C'est tellement précieux à mes yeux, c'est tellement touchant. Dans cette histoire, on va y suivre Elise, qui est cette héroïne-là. Et si vous voulez, notre héroïne, à la base, elle vient d'un autre monde et elle va se réincarner dans ce personnage qui est tiré d'un univers de livres.
Et notre héroïne, à la base, elle était une grande chirurgienne. Quand elle va se réincarner dans ce personnage, qui était à la base une personne totalement immonde, imbuvable, son but, c'est de faire les choses bien, mais surtout, peut-être ne pas devenir l'impératrice qu'elle était censée devenir et devenir un grand médecin. Pour cela, elle va faire un pacte avec l'empereur, et si elle arrive à se prouver qu'elle peut être médecin, en plus d'être impératrice, peut-être que les choses pourront changer au niveau de son avenir et tout ça, tout ça. Franchement, l'univers, je l'ai adoré. J'ai adoré le côté médecine qui va se mêler à la famille et au devoir impérial. Franchement, c'était assez original et j'avoue que si le côté réincarnation, on le voit tout le temps dans les webcomics, ce petit côté médecine a apporté mais vraiment son petit plus et c'était trop bien. On a une héroïne qui va nous démontrer qu'à chaque instant, on peut mettre en place plein de petites choses pour pouvoir arriver à son but, pour pouvoir réaliser ses rêves, sans compter sur des illustrations qui savent capturer l'émotion du lecteur, l'attention, le tout est vraiment de toute beauté et tout en subtilité. L'histoire, elle est fluide, elle est addictive et dès les premières pages, personnellement, elle a su me captiver et les dialogues illustrent parfaitement l'ensemble de cette histoire, l'univers du Semanois, le côté réincarnation, le changement des actions de l'héroïne qui est très courant dans ce style d'univers. Pour autant, c'était incroyable. Les personnages, ils sont attachants, intrigants, mystérieux. Ça fait plaisir en fait de voir une héroïne qui va se battre contre des mœurs, des préjugés, qui va tout faire pour arriver à son but. C'est un très bon premier tome et j'ai très hâte de découvrir la suite qui promet vraiment de belles choses, de belles et magnifiques petites choses. On va vers les livres qui m'ont un petit peu moins hypé pour le mois d'octobre et celui dont je vais vous présenter à présent, c'est un livre qui me fait mal au cœur dans le sens où j'ai pas été autant hypée que je l'aurais voulu étant donné que j'adore la plume de l'autrice, mais attention, on est sur une introduction avec une duologie qui pour moi a peut-être, et c'est que mon avis personnel, un découpage assez inégal. Je vous parle de Ruines de Angel Arkin, publié aux éditions Plume Blanche. Il faut savoir que ça, c'est la taille du tome 1 et que le tome 2 fait le triple de ça. Il n'est pas à côté de moi puisqu'il est dans le bureau, c'est ma lecture en cours. Et je peux vous dire que déjà ce tome 2 est beaucoup plus palpitant, même si j'en suis qu'au début. Et on est dans cette saga sur l'île de Cairn, une île où on parque différents criminels et on va avoir une reine qui a pour objectif de s'emparer du détenteur de ruines, une épée. Une épée qui pour moi a un air un petit peu d'Excalibur, vous voyez. C'est une épée légendaire et pour ça, il y a un enfant qui est prédit pour être la réincarnation de celui qui est capable de manier ruine. Et c'est là où en fait on va avoir plusieurs personnes qui vont se lancer à la recherche de cet enfant et on va voir différents royaumes un petit peu s'opposer. Et on va dire que ce tome, j'ai eu un petit peu de mal à me rentrer dedans parce que il y a une multitude de points de vue et j'ai eu du mal à m'attacher à chacun des points de vue qui relatent l'histoire, mais j'adore le point de vue du petit Ael qui est cet enfant. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment lui, mais on présume que c'est lui dès le départ et c'est suite au vécu de cet enfant que va se lancer l'histoire. On est vraiment ici dans l'univers du porteur de mort. Vous voyez pourquoi je suis d'autant plus un petit peu dégoûtée de ne pas avoir été autant hypée par ce tome. Mais si on est dans le même univers du porteur de mort, l'histoire se passe des années bien avant et elle peut se lire de manière totalement indépendante. On va dire que ce tome, c'est un tome d'introduction, un tome qui va poser les bases de l'univers, qui va servir aux différents rebondissements. La plume d'Angel Arkin, elle est vraiment travaillée et on sent qu'il y a un boulot de dingue sur son univers et qui demande beaucoup d'attention justement pour en cerner les moindres détails. Ce tome pose les bases et c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre que les bases indispensables pour l'histoire. Pour le moment, comme je ne sais pas où l'autrice nous emmène,
je peux pas vous parler d'originalité. Toutefois, comme je vous dis, en termes d'inspiration, je ressens vraiment des vibes et des mythes un petit peu arthuriens, brocéliande et tout ça. Et hormis à elle, j'ai pour le moment beaucoup de mal à m'attacher aux autres protagonistes. Mais comme je vous ai dit, il y a un découpage qui est assez inégal en termes dans les tomes. Donc je pense que le tome 2 pourra tout changer. J'espère aimer cette saga autant que j'aime toutes les autres sagas de l'autrice parce que c'est vraiment une de mes autrices favorites. Il est temps de vous parler du dernier livre sur lequel je peux vous faire un avis lecture et je vous citerai simplement le livre que j'ai abandonné dans ce point lecture, mais je pourrais pas vous en faire un avis. Alors, le dernier livre qui m'a un petit peu déçue, il s'agit de Mariage interdit de Chun Yai, qui est un petit webcomic publié chez K-Books. On est dans un webtoon un petit peu aux vibes historiques, on est en Corée, et il faut savoir que suite à la perte de sa bien-aimée, l'empereur, le roi, je sais plus si c'est un... Bref, il a interdit les mariages. Sauf qu'on va avoir une jeune femme qui va tout faire pour pouvoir changer les choses. Et pour ça, elle va faire croire qu'elle a le don de voir la femme qu'il aime et que celle-ci se réincarne en elle pour pouvoir un petit peu faire changer les choses. Et donc, tout le monde croit qu'elle peut communiquer avec la défunte reine. Et du coup, lui ne veut pas se séparer de cette servante. J'étais vraiment très hypée par ce titre qui m'attirait de par l'univers, qui me paraissait prometteur. Et pour autant, on est sur un tome de mise en bouche. Un tome de mise en bouche qui avait tout pour être sympathique. Le graphisme de la cover m'avait totalement charmé. Toutefois, quand j'ai commencé à plonger dedans, en fait, j'ai trouvé le graphisme un peu fade, un peu quelconque, qui manquait un peu plus d'expression. Mais ça, c'est mes goûts personnels en termes de graphisme. Il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Je le répète, si j'aime pas vous pouvez totalement adorer, c'est totalement ok. Et c'est totalement ok que je n'aime pas un livre qui est totalement adoré de beaucoup de monde. Comme on dit, la lecture c'est personnel. Les goûts le sont tout autant. Et il y a des livres pour tout le monde. En dehors de ça, j'ai trouvé l'humour en fait lourd, répétitif, ainsi que les actions des personnages m'ont fait un petit peu grincer des dents. Et je pense que j'aurais matché avec l'humour, ça l'aurait fait. Mais dans ce tome, en fait, c'est pas le genre d'humour que j'aime. C'est là où c'est totalement personnel, c'est pas le genre d'humour que j'aime. Pour le coup, ce que j'ai apprécié, c'est que ce webcomic, il a quand même un côté original. Et je le trouve vraiment parfait pour la période automnale avec ce petit côté, la défunte épouse parle à la médium arnaqueuse. Voilà, ça c'est un petit côté qui est assez plaisant. Les personnages, ils m'ont un peu exaspéré et tout ça. Ça n'a pas été ma lecture favorite. Après, c'est pas non plus une mauvaise lecture. C'était juste que ce petit webcomic n'était pas pour moi. Mais voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Et pour terminer, j'ai abandonné Soulmate de Maureen Métairie, publié chez Nisha, etc. Là où j'ai un petit peu du mal, c'est que j'avais adoré Omerta de l'autrice, une duologie juste incroyable, mais Soulmate, je n'ai pas du tout accroché au style d'écriture. On est avec un petit peu des Bonnie and Clyde modernes. Et on a une alternance passé, présent, personnage, arnaque et tout ça. Et je vous avoue que c'est pas le style que j'aime, mais je pense que cette histoire pourrait plaire à beaucoup. Et voilà, ce sera tout pour ce petit point lecture. Enfin petit, tout est relatif. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres de ce point lecture qui vous font très envie, s'il y a des livres que vous avez lus, quel a été votre avis et votre ressenti dessus. Je suis toujours très curieuse de le savoir. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!